Les travailleurs de la mer. Victor Hugo. À ces trois fatalités qui enveloppent l'homme se mêle la fatalité intérieure, l'ananké suprême, le cœur humain. Une fatalité. Première partie. Livre premier. De quoi se compose une mauvaise réputation. Un mot écrit sur une page blanche. La Christmas de 1882 fut remarquable à Guernesey. Il neigea ce jour-là. Dans les îles de la Manche, un hiver où il gèle à glace est mémorable et la neige fait événement. Le matin de cette Christmas, la route qui longe la mer de Saint-Pierre-Port au Val était toute blanche. Il avait neigé depuis minuit jusqu'à l'aube. Vers 9 heures, peu après le lever du soleil, comme ce n'était pas encore le moment pour les anglicans d'aller à l'église de Saint-Samson et pour les Wesleyens d'aller à la chapelle Eldad, le chemin était à peu près désert. Dans tout le tronçon de route qui sépare la première tour de la seconde tour, il n'y avait que 3 passants, un enfant, un homme et une femme. Ces 3 passants, marchant à distance les uns des autres, n'avaient visiblement aucun lien entre eux. L'enfant d'une 8aine d'années s'était arrêté et regardait la neige avec curiosité. L'homme venait derrière la femme, à une centaine de pas d'intervalle. Il allait comme elle du côté de Saint-Samson. L'homme jeune encore semblait quelque chose comme un ouvrier ou un matelot. Il avait ses habits de tous les jours, une vareuse de gros drap brun et un pantalon à jambières goudronnées, ce qui paraissait indiquer qu'en dépit de la fête, il n'irait à aucune chapelle. Ses épais souliers de cuir brut, aux semelles garnies de gros clous, laissaient sur la neige une empreinte plus ressemblante à une serrure de prison qu'à un pied d'homme. La passante, elle, avait évidemment déjà sa toilette d'église. Elle portait une large mante ouatée de soie noire à faille, sous laquelle elle était fort coquettement ajustée d'une robe de popeline d'Irlande, à bandes alternées blanches et roses, et si elle n'eût eu des bas rouges, on eût pu la prendre pour une Parisienne. Elle allait devant elle avec une vivacité libre et légère, et à cette marche qui n'a encore rien porté de la vie, on devinait une jeune fille. Elle avait cette grâce fugitive de l'allure qui marque la plus délicate des transitions, l'adolescence, les 2 crépuscules mêlés, le commencement d'une femme dans la fin d'un enfant. L'homme ne la remarquait pas. Tout à coup, près d'un bouquet de chênes verts qui est à l'angle d'un courtil, au lieu dit les basses maisons, elle se retourna, et ce mouvement fit que l'homme la regarda. Elle s'arrêta, parut le considérer un moment, puis se baissa, et l'homme crut voir qu'elle écrivait avec son doigt quelque chose sur la neige. Elle se redressa, se remit en marche, doubla le pas, se retourna encore, cette fois en riant, et disparut à gauche du chemin, dans le sentier bordé de haies qui mène au château de Lierre. L'homme, quand elle se retourna pour la seconde fois, reconnut Déruchette, une ravissante fille du pays. Il n'éprouva aucun besoin de se hâter et quelques instants après, il se trouva près du bouquet de chênes à l'angle du courtil. Il ne songeait déjà plus à la passante disparue et il est probable que si, en cette minute-là, quelque marsouin eût sauté dans la mer ou quelque rouge-gorge dans les buissons, cet homme eût passé son chemin, l'œil fixé sur le rouge-gorge ou le marsouin. Le hasard fit qu'il avait les paupières baissées, son regard tomba machinalement sur l'endroit où la jeune fille s'était arrêtée. 2 petits pieds s'y étaient imprimés, et à côté il lut ce mot tracé par elle dans la neige, Gilliatt. Ce mot était son nom, il s'appelait Gilliatt. Il resta longtemps immobile, regardant ce nom, ses petits pieds, cette neige, puis continua sa route, pensif. Le but de la rue. Gilliatt habitait la paroisse de Saint-Samson. Il n'y était pas aimé, il y avait des raisons pour cela. D'abord, il avait pour logis une maison visionnée. Il arrive quelquefois, à Jersey ou à Guernesey, qu'à la campagne, à la ville même, passant dans quelques coins déserts ou dans une rue pleine d'habitants, vous rencontrez une maison dont l'entrée est barricadée. Le houx obstrue la porte. On ne sait quel hideux emplâtre de planches clouées bouche les fenêtres du rez-de-chaussée. Les fenêtres des étages supérieurs sont à la fois fermées et ouvertes. Tous les châssis sont verrouillés, mais tous les carreaux sont cassés. S'il y a un bail, une cour, l'herbe y pousse, le parapet d'enceinte s'écroule. S'il y a un jardin, il est torti, ronce et sigu, et l'on peut y épier les insectes rares. Les cheminées se crevassent, le toit s'effondre,
Ce qu'on voit du dedans des chambres est démantelé, le bois est pourri, la pierre est moisie. Il y a au mur du papier qui se décolle. Vous pouvez y étudier les vieilles modes du papier peint, les griffons de l'Empire, les draperies en croissant du Directoire, les balustres et les cipes de Louis XVI. L'épaississement des toiles pleines de mouches indique la paix profonde des araignées. Quelquefois, on aperçoit un pot cassé sur une planche. C'est là une maison visionnée. Le diable y vient la nuit. La maison comme l'homme peut devenir cadavre. Il suffit qu'une superstition la tue. Alors elle est terrible. Ces maisons mortes ne sont point rares dans les îles de la Manche. Les populations campagnardes et maritimes ne sont pas tranquilles à l'endroit du diable. Celles de la Manche, archipel anglais et littoral français, ont sur lui des notions très précises. Le diable a des envoyés par toute la terre. Il est certain que Belphégor est ambassadeur de l'enfer en France, Hudkin en Italie, Bélial en Turquie, Tammuz en Espagne, Martinet en Suisse et Mammon en Angleterre. Satan est un empereur comme un autre. Satan César. Sa maison est très bien montée, Dagon est grand panetier, Succor Bénote est chef des eunuques, Asmodée, banquier des jeux, Cobal, directeur du théâtre, et Verdelais, grand maître des cérémonies. Nibas est bouffon. Wierus, homme savant, bon strigologue et déménographe bien renseigné, appelle Nibao le grand parodiste. Les pêcheurs normands de la Manche ont bien des précautions à prendre quand ils sont en mer, à cause des illusions que le diable fait. On a longtemps cru que Saint-Maclou habitait le gros rocher carré Ortache, qui est au large entre Origny et les Casquets, et beaucoup de vieux matelots d'autrefois affirmaient l'y avoir très souvent vu de loin, assis et lisant dans un livre. Aussi les marins de passage faisaient-ils force génuflexion devant le rocher Ortache jusqu'au jour où la fable s'est dissipée et a fait place à la vérité. On a découvert et l'on sait aujourd'hui que ce qui habite le rocher Ortache, ce n'est pas un saint, mais un diable. Ce diable, un nommé Jormus, avait eu la malice de se faire passer pendant plusieurs siècles pour Saint-Maclou. Au reste, l'Église elle-même tombe dans ses méprises. Les diables Raguehel, Oribel et Tobiel ont été saints jusqu'en 745, où le pape Zacharie, les ayant flairés, les mit dehors. Pour faire de ces expulsions, qui sont certes très utiles, il faut beaucoup se connaître en diable. Les anciens du pays racontent, mais ces faits-là appartiennent au passé, que la population catholique de l'archipel normand a été autrefois, bien malgré elle, plus en communication encore avec le démon que la population huguenote. Pourquoi ? Nous l'ignorons. Ce qui est certain, c'est que cette minorité fut jadis fort ennuyée par le diable. Il avait pris les catholiques en affection et cherchait à les fréquenter, ce qui donnerait à croire que le diable est plutôt catholique que protestant. Une de ses plus insupportables familiarités, c'était de faire des visites nocturnes aux lits conjugaux catholiques, au moment où le mari était endormi tout à fait et la femme à moitié, de là des méprises. Patouillet pensait que Voltaire était né de cette façon. Cela n'a rien d'invraisemblable. Ce cas du reste est parfaitement connu et décrit dans les formulaires d'exorcisme, sous la rubrique de Erroribus Nocturnis et de Semine Diabolorum. Il a particulièrement sévi à Saint-Hélier vers la fin du siècle dernier, probablement en punition des crimes de la Révolution. Les conséquences des excès révolutionnaires sont incalculables. Quoi qu'il en soit, cette survenue possible du démon, la nuit, quand on n'y voit pas clair, quand on dort, embarrassait beaucoup de femmes orthodoxes. Donner naissance à un Voltaire n'a rien d'agréable. Une d'elles, inquiète, consulta son confesseur sur le moyen d'éclaircir à temps ce quiproquo. Le confesseur répondit « Pour vous assurer si vous avez affaire au diable ou à votre mari, tâtez le front. Si vous trouvez des cornes, vous serez sûr. » « De quoi ?» demanda la femme. La maison qu'habitait Gilliatt avait été visionnée et ne l'était plus. Elle n'en était que plus suspecte. Personne n'ignore que lorsqu'un sorcier s'installe dans un logis hanté, le diable juge le logis suffisamment tenu et fait au sorcier la politesse de n'y plus venir, à moins d'être appelé comme le médecin. Cette maison se nommait le but de la rue. Elle était située à la pointe d'une langue de terre, ou plutôt de rocher, qui faisait un petit mouillage à part dans la crique de Houmet-Paradis. Il y a là une eau profonde. Cette maison était toute seule sur cette pointe presque hors de l'île, avec juste assez de terre pour un petit jardin. Les hautes marées noyaient quelquefois le jardin.
Entre le port de Saint-Sanson et la crique de Oumé-Paradis, il y a la grosse colline que surmonte ce bloc de tours et de lierre appelé le château du Valais ou de l'Archange, en sorte que de Saint-Samson, on ne voyait pas le but de la rue. Rien n'est moins rare qu'un sorcier à Guernesey. Ils exercent leur profession dans certaines paroisses et le 19e siècle n'y fait rien. Ils ont des pratiques véritablement criminelles. Ils font bouillir de l'or, ils cueillent des herbes à minuit, ils regardent de travers les bestiaux des gens, on les consulte, ils se font apporter dans des bouteilles de l'eau des malades et on les entend dire à demi-voix « L'eau paraît bien triste ». L'un d'eux, un jour, en mars 1857, a constaté dans l'eau d'un malade 7 diables. Ils sont redoutés et redoutables. Un d'eux a récemment ensorcelé un boulanger ainsi que son four. Un autre a la scélératesse de cacheter et sceller avec le plus grand soin des enveloppes où il n'y a rien dedans. Un autre va jusqu'à avoir dans sa maison sur une planche 3 bouteilles étiquetées B. Ces faits monstrueux sont constatés. Quelques sorciers sont complaisants et pour 2 ou 3 guinées prennent vos maladies. Alors ils se roulent sur leur lit en poussant des cris. Pendant qu'ils se tordent, vous dites « Tiens, je n'ai plus rien ». D'autres vous guérissent de tous les maux en vous nouant un mouchoir autour du corps. Moyen si simple qu'on s'étonne que personne ne s'en soit encore avisé. Au siècle dernier, la cour royale de Guernesey les mettait sur un tas de fagots et les brûlait vifs. De nos jours, elle les condamne à 8 semaines de prison, 4 semaines au pain et à l'eau, et 4 semaines au secret, alternant. Amant alterna catenae. Le dernier brûlement de sorciers à Guernesey a eu lieu en 1747. La ville avait utilisé pour cela une de ses places, le carrefour du Bordage. Le carrefour du Bordage a vu brûler 11 sorciers, de 1565 à 1700. En général, ces coupables avouaient. On les aidait à l'aveu au moyen de la torture. Le carrefour du Bordage a rendu d'autres services encore à la société et à la religion. On y a brûlé les hérétiques. Sous Marie Tudor, on y brûla, entre autres huguenots, une mère et ses 2 filles. Cette mère s'appelait Pérotine Massy. Une des filles était grosse. Elle accoucha dans la braise du bûcher. La chronique dit « Son ventre éclata ». Il sortit de ce ventre un enfant vivant. Le nouveau-né roula hors de la fournaise. Un nommé House le ramassa. Le bailli Élié Gosselin, bon catholique, fit rejeter l'enfant dans le feu. Pour ta femme, quand tu te marieras, revenons à Gilliatt. On contait dans le pays qu'une femme qui avait avec elle un petit enfant était venue vers la fin de la Révolution habiter Guernesey. Elle était anglaise, à moins qu'elle ne fût française. Elle avait un nom quelconque dont la prononciation guernesiaise et l'orthographe paysanne avaient fait Gilliatt. Elle vivait seule avec cet enfant qui était pour elle, selon les uns un neveu, selon les autres un fils, selon les autres un petit-fils, selon les autres rien du tout. Elle avait un peu d'argent, de quoi vivre pauvrement. Elle avait acheté une pièce de pré à la Sergentée et une jaunnière à la Roque Crespel, près de Roquenne. La maison du but de la rue était, à cette époque, visionnée. Depuis plus de 30 ans, on ne l'habitait plus. Elle tombait en ruine. Le jardin, trop visité par la mer, ne pouvait rien produire. Outre les bruits nocturnes et les lueurs, cette maison avait cela de particulièrement effrayant que si on y laissait le soir sur la cheminée une pelote de laine, des aiguilles et une pleine assiette de soupe, on trouvait le lendemain matin la soupe mangée, l'assiette vide et une paire de mitaines tricotées. On offrait cette masure à vendre avec le démon qui était dedans pour quelques livres sterling. Cette femme l'acheta, évidemment tentée par le diable, ou par le bon marché. Elle fit plus que l'acheter, elle s'y logea, elle et son enfant, et à partir de ce moment, la maison s'apaisa. Cette maison a ce qu'elle veut, dirent les gens du pays. Le visionnement cessa. On n'y entendit plus de cris au point du jour. Il n'y eut plus d'autre lumière que le suif allumé le soir par la bonne femme. Chandelle de sorcière vaut torche du diable. Cette explication satisfit le public. Cette femme tirait parti des quelques vergers de terre qu'elle avait. Elle avait une bonne vache à beurre jaune, elle récoltait des mousettes blanches, des caboches et des pommes de terre Golden Drops. Elle vendait, tout comme une autre, des panais par le tonneau, des oignons par le cent et des fèves par le dénerel. Elle n'allait pas au marché, mais faisait vendre sa récolte par Gilbert Falliot aux abreuveurs Saint-Sanson.
Le registre de Falliot constate qu'il vendit pour elle une fois jusqu'à 12 boisseaux de patates dites 3 mois, des plutes en prunes. La maison avait été chétivement réparée, assez pour y vivre. Il ne pleuvait dans les chambres que par les très gros temps. Elle se composait d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. Le rez-de-chaussée était partagé en 3 salles, 2 où l'on couchait, une où l'on mangeait. On montait au grenier par une échelle. La femme faisait la cuisine et montrait à lire à l'enfant. Elle n'allait point aux églises, ce qui fit que, tout bien considéré, on la déclara française. N'allait à aucune place, c'est grave. En somme, c'étaient des gens que rien ne prouvait. Française, il est probable qu'elle l'était. Les volcans lancent des pierres et les révolutions des hommes. Des familles sont ainsi envoyées à de grandes distances, des destinées sont dépaysées, des groupes sont dispersés et s'émiettent. Des gens tombent des nues, ceux-ci en Allemagne, ceux-là en Angleterre, ceux-là en Amérique. Ils étonnent les naturels du pays. D'où viennent ces inconnus? C'est ce Vésuve qui fume là-bas qui les a expectorés. On donne des noms à ces aérolithes, à ces individus expulsés et perdus, à ces éliminés du sort. On les appelle émigrés, réfugiés, aventuriers. S'ils restent, on les tolère. S'ils s'en vont, on est content. Quelquefois, ce sont des êtres absolument inoffensifs, étrangers, les femmes du moins, aux événements qui les ont chassés, n'ayant ni haine ni colère, projectiles sans le vouloir, très étonnés. Ils reprennent racine comme ils peuvent. Ils ne faisaient rien à personne et ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. J'ai vu une pauvre touffe d'herbe lancée éperdument en l'air par une explosion de mine. La Révolution française, plus que toute autre explosion, a eu de ces jets lointains. La femme qu'à Guernesey on appelait la Gilliatt était peut-être cette touffe d'herbe-là. La femme vieillit, l'enfant grandit, ils vivaient seuls et évités. Ils se suffisaient. Louve et louveteau se pourlèchent. Ceci est encore une des formules que leur appliqua la bienveillance environnante. L'enfant devint un adolescent, l'adolescent devint un homme, et alors les vieilles écorces de la vie devant toujours tomber, la mère mourut. Elle lui laissa le pré de la Sergentée, la jaunnière de la Roque-Crespel, la maison du but de la rue, plus, dit l'inventaire officiel, 100 guinées d'or dans le pidé d'une coche, c'est-à-dire dans le pied d'un bas. La maison était suffisamment meublée de 2 coffres de chêne, de 2 lits, de 6 chaises, et d'une table avec ce qu'il faut d'ustensiles. Sur une planche, il y avait quelques livres, et dans un coin, une malle pas du tout mystérieuse qui dut être ouverte pour l'inventaire. Cette malle était en cuir fauve à arabesques de clous de cuivre et d'étoiles d'étain, et contenait un trousseau de femmes neuf et complet en belle toile de fil de Dunkerque, chemise et jupe, plus des robes de soie en pièces, avec un papier où on lisait ceci écrit de la main de la morte. Pour ta femme, quand tu te marieras. Cette mort fut pour le survivant un accablement. Il était sauvage, il devint farouche. Le désert s'acheva autour de lui. Ce n'était que l'isolement, ce fut le vide. Tant qu'on est deux, la vie est possible. Seul, il semble qu'on ne pourra plus la traîner. On renonce à tirer. C'est la première forme du désespoir. Plus tard, on comprend que le devoir est une série d'acceptations. On regarde la mort, on regarde la vie, et l'on consent. Mais c'est un consentement qui saigne. Gilliatt étant jeune, sa plaie se cicatrisa. À cet âge, les chairs du cœur reprennent. Sa tristesse, effacée peu à peu, se mêla autour de lui à la nature, y devint une sorte de charme, l'attira vers les choses et loin des hommes, et amalgama de plus en plus cette âme à la solitude. Impopularité. Gilliatt, nous l'avons dit, n'était pas aimé dans la paroisse. Rien de plus naturel que cette antipathie. Les motifs abondaient. D'abord, on vient de l'expliquer, la maison qu'il habitait, ensuite son origine. Qu'est-ce que c'était que cette femme? Et pourquoi cet enfant? Les gens des pays n'aiment pas qu'il y ait des énigmes sur les étrangers. Ensuite, son vêtement qui était d'un ouvrier, tandis qu'il avait, quoique pas riche, de quoi vivre sans rien faire. Ensuite, son jardin, qu'il réussissait à cultiver et d'où il tirait des pommes de terre malgré les coups d'équinoxe. Ensuite, de gros livres qu'il avait sur une planche et où il lisait. D'autres raisons encore. D'où vient qu'il vivait solitaire?
Le but de la rue était une sorte de lazaret, on tenait Gilliatt en quarantaine, c'est pourquoi il était tout simple qu'on s'étonna de son isolement et qu'on le rendit responsable de la solitude qu'on faisait autour de lui. Il n'allait jamais à la chapelle, il sortait souvent la nuit, il parlait aux sorciers. Une fois, on l'avait vu assis dans l'herbe d'un air étonné. Il hantait le dolmen de l'Ancresse et les pierres fées qui sont dans la campagne çà et là. On croyait être sûr de l'avoir vu saluer poliment la roque qui chante. Il achetait tous les oiseaux qu'on lui apportait et les mettait en liberté. Il était honnête aux personnes bourgeoises dans les rues de Saint-Sanson, mais faisait volontiers un détour pour n'y point passer. Il pêchait souvent et revenait toujours avec du poisson. Il travaillait à son jardin le dimanche. Il avait un bagpipe acheté par lui à des soldats écossais de passage à Guernesey et dont il jouait dans les rochers au bord de la mer à la nuit tombante. Il faisait des gestes comme un semeur. Que voulez-vous qu'un pays devienne avec un homme comme cela? Quant aux livres qui venaient de la femme morte et où il lisait, ils étaient inquiétants. Le révérend Jacquemin Hérode, recteur de Saint-Sanson, quand il était entré dans la maison pour l'enterrement de la femme, avait lu au dos de ses livres les titres que voici: Dictionnaire de Rosier, Candide par Voltaire, Avis au peuple sur sa santé par Tissot. Un gentilhomme français, émigré, retiré à Saint-Sanson, avait dit « Ce doit être le Tissot qui a porté la tête de la princesse de Lamballe ». Le révérend avait remarqué sur un de ses livres ce titre véritablement bourru et menaçant de Rhubarbaro. Disons-le pourtant, l'ouvrage étant, comme le titre l'indique, écrit en latin, il était douteux que Gilliatt, qui ne savait pas le latin, lût ce livre. Mais ce sont précisément les livres qu'un homme ne lit pas qui l'accusent le plus. L'Inquisition d'Espagne a jugé ce point et l'a mis hors de doute. Du reste, ce n'était autre chose que le traité du docteur Tillingius sur la rhubarbe, publié en Allemagne en 1679. On n'était pas sûr que Gilliatt ne fit pas des charmes, des filtres et des bouilleries. Il avait des fioles. Pourquoi allait-il se promener le soir et quelquefois jusqu'à minuit dans les falaises? Évidemment pour causer avec les mauvaises gens qui sont la nuit au bord de la mer dans de la fumée. Une fois, il avait aidé la sorcière de Torteval à désembourber son chariot, une vieille nommée Moutonne Gailly. À un recensement qui s'était fait dans l'île, interrogé sur sa profession, il avait répondu « Pêcheur quand il y a du poisson à prendre ». Mettez-vous à la place des gens, on n'aime pas ces réponses-là. La pauvreté et la richesse sont de comparaison. Gilliatt avait des champs et une maison, et comparé à ceux qui n'ont rien du tout, il n'était pas pauvre. Un jour, pour l'éprouver, et peut-être aussi pour lui faire une avance, car il y a des femmes qui épouseraient le diable riche, une fille dit à Gilliatt « Quand donc prendrez-vous femme ?» Il répondit « Je prendrai femme quand la roque qui chante prendra homme. » Cette roque qui chante est une grande pierre plantée droite dans un courtil proche monsieur le mesurier de Fry. Cette pierre est fort à surveiller. On ne sait ce qu'elle fait là. On y entend chanter un coq qu'on ne voit pas, chose extrêmement désagréable. Ensuite, il est avéré qu'elle avait été mise dans ce courtil par les Sarregousets, qui sont la même chose que les saints. La nuit, quand ils tonnent, si l'on voit des hommes voler dans le rouge des nuées et dans le tremblement de l'air, ce sont les Sarregousets. Une femme qui demeure au Grand Miel les connaît. Un soir qu'il y avait des Sarregousets dans un carrefour, cette femme cria à un charretier qui ne savait quelle route prendre « Demandez-leur votre chemin. C'est des gens bienfaisants, c'est des gens bien civils à deviser au monde. » Il y a gros à parier que cette femme est une sorcière. Le judicieux et savant roi Jacques Ier faisait bouillir toutes vives les femmes de cette espèce, goûtait le bouillon et, au goût du bouillon, disait « C'était une sorcière » ou « Ce n'en était pas une ». Il est à regretter que les rois d'aujourd'hui n'aient plus de ces talents-là, qui faisaient comprendre l'utilité de l'institution. Gilliatt, non sans de sérieux motifs, vivait en odeur de sorcellerie. Dans un orage à minuit, Gilliatt étant en mer seul dans une barque du côté de la Sommeilleuse, on l'entendit demander « Y a-t-il du rang pour passer ?» Une voix cria du haut des roches « Voir, hardi !» À qui parlait-il si ce n'est à quelqu'un qui lui répondait? Ceci nous semble une preuve. Dans une autre soirée d'orage si noire qu'on ne voyait rien, tout près de la Catio-Rock, qui est une double rangée de roches où les sorciers, les chèvres et les fasses vont danser le vendredi, on crut être certain de reconnaître la voix de Gilliatt mêlée à l'épouvantable conversation que voici.
Comment se porte Vézin Brovard? C'était un maçon qui était tombé d'un toit. Ilgari, Verdia, il a chu de plus haut que ce grand pot. C'est ravissant qu'il ne se soit rien rompu. Les gens eurent beau temps au Varech la semaine passée. Plus qu'Ogny. Voir, il n'y aura pas hardi de poissons au marché. Ils vendent trop dur. Ils ne sauraient mettre leur raie bas. Comment va la Catherine? Elle est de charme. La Catherine était évidemment une Sarregouzette. Gilliatt, selon toute apparence, faisait œuvre de nuit. Du moins, personne n'en doutait. On le voyait quelquefois, avec une cruche qu'il avait, verser de l'eau à terre. Or, l'eau qu'on jette à terre trace la forme des diables. Des gens fort prud'hommes et des personnes absolument croyables affirmaient avoir vu près de ces pierres Gilliatt causer avec un crapaud. Or, il n'y a pas de crapaud à Guernesey. Guernesey a toutes les couleuvres et Jersey a tous les crapauds. Ce crapaud avait dû venir de Jersey à la nage pour parler à Gilliatt. La conversation était amicale. Ces faits demeurèrent à constater, et la preuve, c'est que les 3 pierres sont encore là. Les gens qui douteraient peuvent les aller voir, et même à peu de distance, il y a une maison au coin de laquelle on lit cette enseigne. Marchand en bétail, mort et vivant, vieux cordage, fer, os et chic, est prompte dans son paiement et dans son attention. Il faudrait être de mauvaise foi pour contester la présence de ces pierres et l'existence de cette maison. Tout cela nuisait à Gilliatt. Les ignorants seuls ignorent que le plus grand danger des mers de la Manche, c'est le roi des eaux criniers. Pas de personnage marin plus redoutable. Qui l'a vu fait naufrage entre une Saint-Michel et l'autre? Il est petit étant nain, et il est sourd étant roi. Il sait les noms de tous ceux qui sont morts dans la mer et l'endroit où ils sont. Il connaît à fond le cimetière océan. Une tête massive en bas et étroite en haut, un corps trapu, un ventre visqueux et difforme, des nodosités sur le crâne, de courtes jambes, de longs bras, pour pieds des nageoires, pour mains des griffes, un large visage vert, tel est ce roi. Ses griffes sont palmées et ses nageoires sont onglées. Qu'on imagine un poisson qui est un spectre et qui a une figure d'homme. Pour en finir avec lui, il faudrait l'exorciser ou le pêcher. En attendant, il est sinistre. Rien n'est moins rassurant que de l'apercevoir. On entrevoit au-dessus des lames et des houles, derrière les épaisseurs de la brume, un linéament qui est un être, un front bas, un nez camard, des oreilles plates, une bouche démesurée où il manque des dents, un rictus glauque, des sourcils en chevron et de gros yeux gais. Il est rouge quand l'éclair est livide et blafard quand l'éclair est pourpre. Il a une barbe ruisselante et rigide qui s'étale, coupée carrément sur une membrane en forme de pèlerine, laquelle est ornée de 14 coquilles, 7 par devant et 7 par derrière. Ces coquilles sont extraordinaires pour ceux qui se connaissent en coquilles. Le roi des eaux criniers n'est visible que dans la mer violente. Il est le baladin lugubre de la tempête. On voit sa forme s'ébaucher dans le brouillard, dans la rafale, dans la pluie. Son nombril est hideux. Une carapace de squame lui cache les côtes comme ferait un gilet. Il se dresse debout au haut de ces vagues roulées qui jaillissent sous la pression des souffles et se tordent comme les copeaux sortant du rabot du menuisier. Il se tient tout entier hors de l'écume, et s'il y a à l'horizon des navires en détresse, blême dans l'ombre, la face éclairée de la lueur d'un vague sourire, l'air fou et terrible, il danse. C'est là une vilaine rencontre. À l'époque où Gilliatt était une des préoccupations de saint Samson, les dernières personnes qui avaient vu le roi des eaux criniers déclaraient qu'il n'avait plus à sa pèlerine que 13 coquilles. 13. Il n'en était que plus dangereux. Mais qu'était devenue la 14e? L'avait-il donnée à quelqu'un? Et à qui l'avait-il donnée? Nul ne pouvait le dire et l'on se bornait à conjecturer. Ce qui est certain, c'est que M. Lupin-Mabille, du lieu Les Godennes, homme ayant de la surface, propriétaire taxé à 80 quartiers, était prêt à jurer sous serment qu'il avait vu une fois dans les mains de Gilliatt une coquille très singulière. Il n'était point rare d'entendre de ces dialogues entre deux paysans. « N'est-ce pas, mon voisin, que j'ai là un beau bœuf? Bouffi, mon voisin. Tiens, c'est vrai tout de même. Il est meilleur en suif qu'il n'est en viande. Verdia, êtes-vous certain que Gilliatt ne l'a point regardé?
Gilliatt s'arrêtait au bord des champs près des laboureurs et au bord des jardins près des jardiniers, et il lui arrivait de leur dire des paroles mystérieuses. Quand le mors du diable fleurit, moissonnez le seigle d'hiver. Le frêne se feuille, il ne gèlera plus. Solstice d'été, chardon en fleurs. S'il ne pleut pas en juin, les blés prendront le blanc. Craignez la nielle. Le merisier fait ses grappes. Méfiez-vous de la pleine lune. Si le temps, le 6e jour de la lune, se comporte comme le 4e ou comme le 5e jour, il se comportera de même, 9 fois sur 12 dans le premier cas, et 11 fois sur 12 dans le second, pendant toute la lune. Ayez l'œil sur les voisins en procès avec vous. Prenez garde aux malices. Un cochon à qui on fait boire du lait chaud crève. Une vache à qui on frotte les dents avec du sureau ne mange plus. L'éperlan fraye gare les fièvres. La grenouille se montre, semez les melons. L'hépatique fleurit, semez l'orge. Le tilleul fleurit, fauchez les prés. L'hypréau fleurit, ouvrez les bâches. Le tabac fleurit, fermez les serres. Et chose terrible, si l'on suivait ses conseils, on s'en trouvait bien. Une nuit de juin qu'il joua du bagpipe dans la dune, du côté de la demi de Fontenelle, la pêche au maquereau manqua. Un soir, à la marée basse, sur la grève en face de sa maison du but de la rue, une charrette chargée de varech versa. Il eut probablement peur d'être traduit en justice, car il se donna beaucoup de peine pour aider à relever la charrette, et il la rechargea lui-même. Une petite fille du voisinage ayant des poux, il était allé à Saint-Pierre-Port, était revenu avec un onguent et en avait frotté l'enfant. Et Gilliatt lui avait ôté ses poux, ce qui prouve que Gilliatt les lui avait donnés. Tout le monde sait qu'il y a un charme pour donner des poux aux personnes. Gilliatt passait pour regarder les puits, ce qui est dangereux quand le regard est mauvais. Et le fait est qu'un jour, aux Arculons, près Saint-Pierre-Port, l'eau d'un puits devint malsaine. La bonne femme à qui était le puits dit à Gilliatt « Voyez donc cette eau », et elle lui en montra un plein verre. Gilliatt avoua « L'eau est épaisse », dit-il, « c'est vrai ». La bonne femme qui se méfiait lui dit « Guérissez-moi là donc ». Gilliatt lui fit des questions. Si elle avait une étable, si l'étable avait un égout, si le ruisseau de l'égout ne passait pas tout près du puits. La bonne femme répondit oui. Gilliatt entra dans l'étable, travailla à l'égout, détourna le ruisseau, et l'eau du puits redevint bonne. On pensa dans le pays ce qu'on voulut. Un puits n'est pas mauvais et ensuite bon sans motif. On ne trouva point la maladie de ce puits naturel, et il est difficile de ne pas croire en effet que Gilliatt avait jeté un sort à cette eau. Une fois qu'il était allé à Jersey, on remarqua qu'il s'était logé à Saint-Clément, rue des Alleurs. Les Alleurs, ce sont les revenants. Dans les villages, on recueille des indices sur un homme. On rapproche ces indices. Le total fait une réputation. Il arriva que Gilliatt fut surpris saignant du nez. Ceci parut grave. Un patron de barque, fort voyageur, qui avait presque fait le tour du monde, affirma que chez les Tingouzes, tous les sorciers saignent du nez. Quand on voit un homme saigner du nez, on sait à quoi s'en tenir. Toutefois, les gens raisonnables firent remarquer que ce qui caractérise les sorciers en Tingouzie peut ne point les caractériser au même degré à Guernesey. Aux environs d'une Saint-Michel, on le vit s'arrêter dans un pré des courtils des Huriaux, bordant la grande route des Videclins. Il siffla dans le pré, et un moment après, il y vint un corbeau, et un moment après, il y vint une pie. Le fait fut attesté par un homme notable, qui depuis a été douzenier dans la douzaine, autorisé à faire un nouveau livre de perchage du fief le roi. Au Hamel, dans la vingtaine de l'Épine, il y avait des vieilles femmes qui disaient être sûres d'avoir entendu un matin, à la piperette du jour, des hirondelles appelées Gilliatt. Ajoutez qu'il n'était pas bon. Un jour, un pauvre homme battait un âne, l'âne n'avançait pas. Le pauvre homme lui donna quelques coups de sabot dans le ventre, et l'âne tomba. Gilliatt accourut pour relever l'âne était mort. Gilliatt souffleta le pauvre homme. Un autre jour, voyant un garçon descendre d'un arbre avec une couvée de petits éplucs pommiers nouveau-nés, presque sans plumes et tout nus, Gilliatt prit cette couvée à ce garçon et poussa la méchanceté jusqu'à la reporter dans l'arbre. Des passants lui en firent des reproches. Il se borna à montrer le père et la mère éplucs pommiers qui criaient au-dessus de l'arbre et qui revenaient à leur couvée. Il avait un faible pour les oiseaux. C'est un signe auquel on reconnaît généralement les magiciens.
Les enfants ont pour joie de dénicher les nids de goélands et de mauves dans les falaises. Ils en rapportent des quantités d'œufs bleus, jaunes et verts avec lesquels on fait des rosaces sur les devantures des cheminées. Comme les falaises sont à pic, quelquefois le pied leur glisse, ils tombent et se tuent. Rien n'est joli comme les paravents décorés d'œufs d'oiseaux de mer. Gilliatt ne savait qu'inventer pour faire le mal. Il grimpait au péril de sa propre vie dans les escarpements des roches marines et y accrochait des bottes de foin avec de vieux chapeaux et toutes sortes d'épouvantails afin d'empêcher les oiseaux d'y nicher et, par conséquent, les enfants d'y aller. C'est pourquoi Gilliatt était à peu près haï dans le pays. On le serait à moins. Autre côté louche de Gilliatt, l'opinion n'était pas bien fixée sur le comte de Gilliatt. Généralement, on le croyait Marcoux. Quelques-uns allaient jusqu'à le croire Cambion. Le Cambion est le fils qu'une femme a du diable. Quand une femme a d'un homme 7 enfants mâles consécutifs, le 7e est Marcoux. Mais il ne faut pas qu'une fille gâte la série des garçons. Le Marcoux a une fleur de lys naturelle empreinte sur une partie quelconque du corps, ce qui fait qu'il guérit les écrouelles aussi bien que les rois de France. Il y a des Marcoux en France un peu partout, particulièrement dans l'Orléanais. Chaque village du Gâtinais a son Marcoux. Il suffit pour guérir les malades que le Marcoux souffle sur leurs plaies ou leur fasse toucher sa fleur de lys. La chose réussit surtout dans la nuit du Vendredi Saint. Il y a une dizaine d'années, le Marcoux d'Ormes en Gâtinais, surnommé le Beau Marcoux et consulté de toute la Beauce, était un tonnelier appelé Foulon qui avait cheval et voiture. On dut, pour empêcher ces miracles, faire jouer la gendarmerie. Il avait la fleur de lys sous le sein gauche. D'autres Marcoux l'ont ailleurs. Il y a des Marcoux à Jersey, à Aurigny et à Guernesey. Cela tient sans doute au droit que la France a sur le duché de Normandie. Autrement, à quoi bon la fleur de lys? Il y a aussi dans les îles de la Manche des scrofuleux, ce qui rend les Marcoux nécessaires. Quelques personnes s'étant trouvées présentes un jour que Gilliatt se baignait dans la mer, avaient cru lui voir la fleur de lys. Questionné là-dessus, il s'était, pour toute réponse, mis à rire. Car il riait comme les autres hommes, quelquefois. Depuis ce temps-là, on ne le voyait plus se baigner. Il ne se baignait que dans des lieux périlleux et solitaires. Probablement la nuit, au clair de lune, chose, on en conviendra, suspecte. Ceux qui s'obstinaient à le croire Cambion, c'est-à-dire fils du diable, se trompaient évidemment. Ils auraient dû savoir qu'il n'y a guère de Cambion qu'en Allemagne. Mais le Valais Saint-Sanson était, il y a 50 ans, des pays d'ignorance. Croire à Guernesey quelqu'un fils du diable, il y a visiblement là de l'exagération. Gilliatt, par cela même qui l'inquiétait, était consulté. Les paysans venaient avec peur lui parler de leur maladie. Cette peur-là contient de la confiance, et dans la campagne, plus le médecin est suspect, plus le remède est sûr. Gilliatt avait des médicaments à lui qu'il tenait de la vieille femme morte. Il en faisait part à qui les lui demandait et ne voulait pas recevoir d'argent. Il guérissait les panaris avec des applications d'herbes. La liqueur d'une de ses fioles coupait la fièvre. Le chimiste de Saint-Sanson, que nous appellerions pharmacien en France, pensait que c'était probablement une décoction de quinquina. Les moins bienveillants convenaient volontiers que Gilliatt était assez bon diable pour les malades quand il s'agissait de ses remèdes ordinaires, mais comme Marcoux, il ne voulait rien entendre. Si un scrofuleux lui demandait à toucher sa fleur de lys, pour toute réponse, il lui fermait sa porte au nez. Faire des miracles, c'était une chose à laquelle il se refusait obstinément, ce qui est ridicule à un sorcier. Ne soyez pas sorcier, mais si vous l'êtes, faites votre métier. Il y avait une ou deux exceptions à l'antipathie universelle. Sieur Landois du Clos Landès était clerc greffier de la paroisse de Saint-Pierre-Port, chargé des Écritures et gardien du registre des naissances, mariages et décès. Ce greffier landoise tirait vanité de descendre du trésorier de Bretagne Pierre Landais, pendu en 1485. Un jour, sieur Landouis poussa son bain trop avant dans la mer et faillit se noyer. Gilliatt se jeta à l'eau, faillit se noyer lui aussi et sauva Landouis. À partir de ce jour, Landois ne dit plus de mal de Gilliatt. À ceux qui s'en étonnaient, il répondait « Pourquoi voulez-vous que je déteste un homme qui ne m'a rien fait et qui m'a rendu service ?» Le clerc greffier en vint même à prendre Gilliatt en une certaine amitié. Ce clerc greffier était un homme sans préjugés, il ne croyait pas aux sorciers.
Il riait de ceux qui ont peur des revenants. Quant à lui, il avait un bateau, il pêchait dans ses heures de loisirs pour s'amuser, et il n'avait jamais rien vu d'extraordinaire, si ce n'est une fois au clair de lune une femme blanche qui sautait sur l'eau, et encore il n'en était pas bien sûr. Moutongaï, la sorcière de Torteval, lui avait donné un petit sac qu'on s'attache sous la cravate et qui protège contre les esprits. Il se moquait de ce sac et ne savait ce qu'il contenait. Pourtant il le portait, se sentant plus en sûreté quand il avait cette chose au cou. Quelques personnes hardies se risquaient, à la suite de Sieur Landouis, à constater en Gilliatt certaines circonstances atténuantes, quelques apparences de qualité, sa sobriété, son abstinence de gin et de tabac, et l'on en venait parfois jusqu'à faire de lui ce bel éloge. Il ne boit, ne fume, ne chic, ni ne snuffe. Mais être sobre, ce n'est une qualité que lorsqu'on en a d'autres. L'aversion publique était sur Gilliatt. Quoi qu'il en fût, comme Marcoux, Gilliatt pouvait rendre des services. Un certain vendredi saint, à minuit, jour et heure usité pour ces sortes de cures, tous les scrofuleux de l'île, d'inspiration ou par rendez-vous pris entre eux, vinrent en foule au but de la rue, à mains jointes, et avec des plaies pitoyables, demander à Gilliatt de les guérir. Il refusa. On reconnut là sa méchanceté. La panse, tel était Gilliatt. Les filles le trouvaient laid. Il n'était pas laid. Il était beau peut-être. Il avait dans le profil quelque chose d'un barbare antique. Au repos, il ressemblait à un das de la colonne Trajane. Son oreille était petite, délicate, sans lambeaux, et d'une admirable forme acoustique. Il avait entre les deux yeux cette fière ride verticale de l'homme hardi et persévérant. Les deux coins de sa bouche tombaient, ce qui est amer. Son front était d'une courbe noble et sereine. Sa prunelle franche regardait bien, quoique troublée par ce clignement que donne aux pêcheurs la réverbération des vagues. Son rire était puéril et charmant, pas de plus pur ivoire que ses dents. Mais le hâle l'avait fait presque nègre. On ne se mêle pas impunément à l'océan, à la tempête et à la nuit. À 30 ans, il en paraissait 45. Il avait le sombre masque du vent et de la mer. On l'avait surnommé Gilliatt le malin. Une fable de l'Inde dit « Un jour, Brahma demanda à la force « Qui est plus fort que toi ?» Elle répondit « L'adresse ». Un proverbe chinois dit « Que ne pourrait le lion s'il était singe ?» Gilliatt n'était ni lion ni singe, mais les choses qu'il faisait venaient à l'appui du proverbe chinois et de la fable hindoue. De taille ordinaire et de force ordinaire, il trouvait moyen, tant sa dextérité était inventive et puissante, de soulever des fardeaux de géants et d'accomplir des prodiges d'athlètes. Il y avait en lui du gymnaste. Il se servait indifféremment de sa main droite et de sa main gauche. Il ne chassait pas, mais il pêchait. Il épargnait les oiseaux, non les poissons. Malheur aux muets. Il était nageur excellent. La solitude fait des gens à talent ou des idiots. Gilliatt s'offrait sous ces deux aspects. Par moments, on lui voyait l'air étonné, dont nous avons parlé, et on l'eût pris pour une brute. Dans d'autres instants, il avait on ne sait quel regard profond. L'antique Chaldée a eu de ces hommes et là, à de certaines heures, l'opacité du pâtre devenait transparente et laissait voir le mage. En somme, ce n'était qu'un pauvre homme sachant lire et écrire. Il est probable qu'il était sur la limite qui sépare le songeur du penseur. Le penseur veut, le songeur subit. La solitude s'ajoute aux simples et les complique d'une certaine façon. Ils se pénètrent à leur insu d'horreurs sacrées. L'ombre où était l'esprit de Gilliatt se composait en quantité presque égale de deux éléments, obscurs tous deux, mais bien différents. En lui, l'ignorance, infirmité, hors de lui, le mystère, immensité. À force de grimper dans les rochers, d'escalader les escarpements, d'aller et de venir dans l'archipel par tous les temps, de manœuvrer la première embarcation venue, de se risquer jour et nuit dans les passes les plus difficiles, il était devenu, sans en tirer parti du reste, et pour sa fantaisie et son plaisir, un homme de mer surprenant. Il était pilote né. Le vrai pilote est le marin qui navigue sur le fond plus encore que sur la surface. La vague est un problème extérieur, continuellement compliqué par la configuration sous-marine des lieux où le navire fait route. Il semblait avoir Gilliatt vogué sur les bas-fonds et à travers les récifs de l'archipel normand, qu'il eut sous la voûte du crâne une carte du fond de la mer. Il savait tout et bravait tout.
Il connaissait les balises mieux que les cormorans qui s'y perchent. Les différences imperceptibles qui distinguent l'une de l'autre les 4 balises poteaux du Creux, d'Aligande, des Trémies et de la Sardrette étaient parfaitement nettes et claires pour lui, même dans le brouillard. Il n'hésitait ni sur le pieu à pomme ovale d'Amphré, ni sur le triple fer de lance de la Rousse, ni sur la boule blanche de la Corbette, ni sur la boule noire de Longue-Pierre, et il n'était pas à craindre qu'il confondît la croix de Goubeau avec l'épée plantée en terre de la Plate, ni la balise marteau des Barbets avec la balise queue d'Aronde du Moulinet. Sa rare science de matelot éclata singulièrement un jour qu'il y eut à Guernesey une de ces sortes de joutes marines qu'on nomme régates. La question était celle-ci: être seul dans une embarcation à 4 voiles, la conduire de Saint-Sanson à l'île de Hermes qui est à 1 lieue, et la ramener de Hermes à Saint-Sanson. Manœuvrer seul un bateau à 4 voiles, il n'est pas de pêcheur qui ne fasse cela, et la difficulté ne semble pas grande, mais voici ce qui l'aggravait. Premièrement, l'embarcation elle-même, laquelle était une de ces larges et fortes chaloupes ventrues d'autrefois, à la mode de Rotterdam, que les marins du siècle dernier appelaient des panses hollandaises. On rencontre encore quelquefois en mer cet ancien gabarit de Hollande, joufflu et plat, et ayant à bâbord et à tribord 2 ailes qui s'abattent, tantôt l'une, tantôt l'autre selon le vent, et remplacent la quille. Deuxièmement, le retour de Hermes, retour qui se compliquait d'un lourd lest de pierre. On allait à vide, mais on revenait chargé. Le prix de la joute était la chaloupe. Elle était d'avance donnée au vainqueur. Cette panse avait servi de bateau-pilote. Le pilote qui l'avait montée et conduite pendant 20 ans était le plus robuste des marins de la Manche. À sa mort, on n'avait trouvé personne pour gouverner la panse, et l'on s'était décidé à en faire le prix d'une régate. La panse, quoique non pontée, avait des qualités et pouvait tenter un manœuvrier. Elle était mâtée en avant, ce qui augmentait la puissance de traction de la voilure. Autre avantage, le mât ne gênait point le chargement. C'était une coque solide, pesante mais vaste, et tenant bien le large, une vraie barque commère. Il y eut empressement à se la disputer. La joute était rude, mais le prix était beau. 7 ou 8 pêcheurs, les plus vigoureux de l'île, se présentèrent. Ils essayèrent tour à tour. Pas un ne put aller jusqu'à Hermes. Le dernier qui lutta était connu pour avoir franchi à la rame par un gros temps le redoutable étranglement de mer qui est entre Sercq et Brecq-Hou. Ruisselant de sueur, il ramena la panse et dit « C'est impossible ». Alors Gilliatt entra dans la barque, empoigna d'abord l'aviron, ensuite la grande écoute, et poussa au large. Puis s'embitèrent l'écoute, ce qui eût été une imprudence, et sans la lâcher, ce qui le maintenait maître de la grande voile, laissant l'écoute rouler sur l'estrope au gré du vent, sans dériver, il saisit de la main gauche la barre. En 3/4 d'heure, il fut à Hermes. 3 heures après, quoiqu'un fort vent du sud se fût élevé et eût pris la rade en travers, la panse montée par Gilliatt rentrait à Saint-Sanson avec le chargement de pierre. Il avait par luxe et bravade ajouté au chargement le petit canon de bronze de Hermes que les gens de l'île tiraient tous les ans le 5 novembre en réjouissance de la mort de Guy Fawkes. Guy Fawkes, disons-le en passant, est mort il y a 260 ans. C'est là une longue joie. Gilliatt, ainsi surchargé et surmené, quoiqu'il eût de trop le canon de Guy Fawkes dans sa barque et le vent du sud dans sa voile, ramena, on pourrait presque dire rapporta, la panse à Saint-Sanson. Ce que voyant, mess Lethierry s'écria « Voilà un matelot hardi !» Et il tendit la main à Gilliatt. Nous reparlerons de mess Lethierry. La panse fut adjugée à Gilliatt. Cette aventure ne nuisit pas à son surnom de malin. Quelques personnes déclarèrent que la chose n'avait rien d'étonnant, attendu que Gilliatt avait caché dans le bateau une branche de mélier sauvage. Mais cela ne put être prouvé. À partir de ce jour, Gilliatt n'eut plus d'autre embarcation que la panse. C'est dans cette lourde barque qu'il allait à la pêche. Il l'amarrait dans le très bon petit mouillage qu'il avait pour lui tout seul sous le mur même de sa maison du but de la rue. À la tombée de la nuit, il jetait ses filets sur son dos, traversait son jardin, enjambait le parapet de pierres sèches, dégringolait d'une roche à l'autre et sautait dans la panse, de là au large. Il pêchait beaucoup de poissons, mais on affirmait que la branche de mélier était toujours attachée à son bateau. Le mélier, c'est le néflier. Personne n'avait vu cette branche, mais tout le monde y croyait. Le poisson qu'il avait de trop, il ne le vendait pas, il le donnait. Les pauvres recevaient son poisson,
mais lui en voulait pourtant, à cause de cette branche de Mélier. Cela ne se fait pas, on ne doit point tricher la mer. Il était pêcheur, mais il n'était pas que cela. Il avait d'instinct et pour se distraire appris 3 ou 4 métiers. Il était menuisier, ferron, charron, calfate et même un peu mécanicien. Personne ne raccommodait une roue comme lui. Il fabriquait dans un genre à lui tous ses engins de pêche. Il avait dans un coin du but de la rue une petite forge et une enclume, et la panse n'ayant qu'une ancre, il lui en avait fait, lui-même et lui seul, une seconde. Cette ancre était excellente. L'organo avait la force voulue, et Gilliatt, sans que personne le lui eût enseigné, avait trouvé la dimension exacte que doit avoir le jouail pour empêcher l'ancre de cabaner. Il avait patiemment remplacé tous les clous du bordage de la panse par des gournables, ce qui rendait les trous de rouille impossibles. De cette manière, il avait beaucoup augmenté les bonnes qualités de mer de la panse. Il en profitait pour s'en aller de temps en temps passer 1 mois ou 2 dans quelque îlot solitaire comme Chousset ou les Casquets. On disait « Tiens, Gilliatt n'est plus là ». Cela ne faisait de peine à personne. À maison visionnée, habitant, visionnaire. Gilliatt était l'homme du songe, de là ses audaces, de là aussi ses timidités. Il avait ses idées à lui. Peut-être y avait-il en Gilliatt de l'halluciné et de l'illuminé. L'hallucination hante tout aussi bien un paysan comme Martin qu'un roi comme Henri IV. L'inconnu fait parfois à l'esprit de l'homme des surprises. Une brusque déchirure de l'ombre laisse tout à coup voir l'invisible, puis se referme. Ces visions sont quelquefois transfiguratrices. Elles font d'un chamelier Mahomet et d'une chevrière Jeanne d'Arc. La solitude dégage une certaine quantité d'égarement sublime. C'est la fumée du buisson ardent. Il en résulte un mystérieux tremblement d'idées qui dilate le docteur en voyant et le poète en prophète. Il en résulte Horeb, le cédron, Ombos, les ivresses du laurier de Castalie-Maché, les révélations du mois Busion. Il en résulte Péléia à Dodone, Phémonoé à Delphes, Trophonius à Lébadé, Ézéchiel sur le Kébar, Jérôme dans la Thébaïde. Le plus souvent, l'état visionnaire accable l'homme et le stupéfie. L'abrutissement sacré existe. Le fakir a pour fardeau sa vision comme le crétin son goître. Luther parlant au diable dans le grenier de Wittemberg, Pascal masquant l'enfer avec le paravent de son cabinet, Lobinègre dialoguant avec le dieu Bossum à face blanche, c'est le même phénomène, diversement porté par les cerveaux qu'il traverse, selon leur force et leur dimension. Luther et Pascal sont et restent grands, Lobby est imbécile. Gilliatt n'était ni si haut ni si bas. C'était un pensif, rien de plus. Il voyait la nature un peu étrangement. De ce qu'il lui était arrivé plusieurs fois de trouver dans de l'eau de mer parfaitement limpide d'assez gros animaux inattendus, de formes diverses, de l'espèce méduse, qui, hors de l'eau, ressemblaient à du cristal mou et qui, rejetés dans l'eau, s'y confondaient avec leur milieu par l'identité de diaphanéité et de couleur, au point d'y disparaître. Il concluait que, puisque des transparences vivantes habitaient l'eau, d'autres transparences également vivantes pouvaient bien habiter l'air. Les oiseaux ne sont pas les habitants de l'air, ils en sont les amphibies. Gilliatt ne croyait pas à l'air désert. Il disait « Puisque la mer est remplie, pourquoi l'atmosphère serait-elle vide ?» Des créatures couleur d'air s'effaceraient dans la lumière et échapperaient à notre regard. Qui nous prouve qu'il n'y en a pas? L'analogie indique que l'air doit avoir ses poissons comme la mer a les siens. Ces poissons de l'air seraient diaphanes, bien faits de la prévoyance créatrice pour nous comme pour eux, laissant passer le jour à travers leur forme et ne faisant point d'ombre et n'ayant pas de silhouette, ils resteraient ignorés de nous, et nous n'en pourrions rien saisir. Gilliatt imaginait que si l'on pouvait mettre la terre à sec d'atmosphère, et que si l'on pêchait l'air comme on pêche un étang, on y trouverait une foule d'êtres surprenants. Et, ajoutait-il dans sa rêverie, bien des choses s'expliqueraient. La rêverie, qui est la pensée à l'état de nébuleuse, confine au sommeil et s'en préoccupe comme de sa frontière. L'air habité par des transparences vivantes, ce serait le commencement de l'inconnu. Mais au-delà s'offre la vaste ouverture du possible. Là d'autres êtres, là d'autres faits. Aucun surnaturalisme, mais la continuation occulte de la nature infinie. Gilliatt, dans ce désœuvrement laborieux qui était son existence,
était un bizarre observateur. Il allait jusqu'à observer le sommeil. Le sommeil est en contact avec le possible, que nous nommons aussi l'invraisemblable. Le monde nocturne est un monde. La nuit, en tant que nuit, est un univers. L'organisme matériel humain, sur lequel pèse une colonne atmosphérique de 15 lieues de haut, est fatigué le soir, il tombe de lassitude, il se couche, il se repose, les yeux de chair se ferment, alors dans cette tête assoupie, moins inerte qu'on ne croit, d'autres yeux s'ouvrent, l'inconnu apparaît. Les choses sombres du monde ignoré deviennent voisines de l'homme, soit qu'il y ait communication véritable, soit que les lointains de l'abîme aient un grossissement visionnaire. Il semble que les vivants indistincts de l'espace viennent nous regarder et qu'ils aient une curiosité de nous, les vivants terrestres. Une création fantôme monte ou descend vers nous et nous côtoie dans un crépuscule. Devant notre contemplation spectrale, une vie autre que la nôtre s'agrège et se désagrège, composée de nous-mêmes et d'autres choses, et le dormeur, pas tout à fait voyant, pas tout à fait inconscient, entrevoit ces animalités étranges, ces végétations extraordinaires, ces lividités terribles ou souriantes, ces larves, ces masques, ces figures, ces hydres, ces confusions, ce clair de lune sans lune, ces obscures décompositions du prodige, ces croissances et ces décroissances dans une épaisseur trouble, ces flottaisons de formes dans les ténèbres, tout ce mystère que nous appelons le songe et qui n'est autre chose que l'approche d'une réalité invisible. Le rêve est l'aquarium de la nuit. Ainsi songeait Gilliatt, la chaise Gil-Holm-Ur. Ce serait vainement qu'on chercherait aujourd'hui dans l'anse du Houmet, la maison de Gilliatt, son jardin, et la crique où il abritait la panse. Le but de la rue n'existe plus. La petite presqu'île qui portait cette maison est tombée sous le pic des démolisseurs de falaises et a été chargée, charretée à charreter, sur les navires des brocanteurs de rochers et des marchands de granit. Elle est devenue quai, église et palais dans la capitale. Toute cette crête d'écueil est depuis longtemps partie pour Londres. Ces allongements de rochers dans la mer, avec leurs crevasses et leurs dentelures, sont de vraies petites chaînes de montagnes. On a, en les voyant, l'impression qu'aurait un géant regardant les cordillères. L'idiome local les appelle banques. Ces banques ont des figures diverses. Les unes ressemblent à une épine dorsale. Chaque rocher est une vertèbre. Les autres à une arête de poisson. Les autres à un crocodile qui boit. À l'extrémité de la banque du but de la rue, il y avait une grande roche que les pêcheurs du Houmet appelaient la corne de la bête. Cette roche, sorte de pyramide, ressemblait, quoique moins élevée, au pinacle de Jersey. À marée haute, le flot la séparait de la banque et la corne était isolée. À marée basse, on y arrivait par un isthme de roches praticables. La curiosité de ce rocher, c'était, du côté de la mer, une sorte de chaise naturelle creusée par la vague et polie par la pluie. Cette chaise était traître. On y était insensiblement amené par la beauté de la vue. On s'y arrêtait pour l'amour du prospect, comme on dit à Guernesey. Quelque chose vous retenait. Il y a un charme dans les grands horizons. Cette chaise s'offrait. Elle faisait une sorte de niche dans la façade à pic du rocher. Grimper à cette niche était facile. La mer qui l'avait taillée dans le roc avait étagé au-dessous et commodément disposé une sorte d'escalier de pierre plate. L'abîme a de ses prévenances, défiez-vous de ses politesses. La chaise tentait, on y montait, on s'y asseyait. Là, on était à l'aise. Pour siège le granit usé et arrondi par l'écume, pour accoudoir deux anfractuosités qui semblaient faites exprès, pour dossier toute la haute muraille verticale du rocher qu'on admirait au-dessus de sa tête, sans penser à se dire qu'il serait impossible de l'escalader, rien de plus simple que de s'oublier dans ce fauteuil. On découvrait toute la mer, on voyait au loin les navires arriver ou s'en aller, on pouvait suivre des yeux une voile jusqu'à ce qu'elle s'enfonçât au-delà des casquets sous la rondeur de l'océan. On s'émerveillait, on regardait, on jouissait, on sentait la caresse de la brise et du flot. Il existe à Cayenne un vespertilio, sachant ce qu'il fait, qui vous endort dans l'ombre avec un doux et ténébreux battement d'ailes. Le vent est cette chauve-souris invisible. Quand il n'est pas ravageur, il est endormeur. On contemplait la mer, on écoutait le vent, on se sentait gagné par l'assoupissement de l'extase. Quand les yeux sont remplis d'un excès de beauté et de lumière, c'est une volupté de les fermer. Tout à coup, on se réveillait, il était trop tard. La marée avait grossi peu à peu.
L'eau enveloppait le rocher. On était perdu. Redoutable blocus que celui-ci, la mer montante. La marée croît insensiblement d'abord, puis violemment. Arrivée au rocher, la colère la prend, elle écume. Nager ne réussit pas toujours dans les brisants. D'excellents nageurs s'étaient noyés à la corne du but de la rue. En de certains lieux, à de certaines heures, regarder la mer est un poison. C'est comme, quelquefois, regarder une femme. Les très anciens habitants de Guernesey appelaient jadis cette niche façonnée dans le roc par le flot la chaise Gild Holm Ur, ou Kidormor. Mot celte, dit-on, que ceux qui savent le celte ne comprennent pas et que ceux qui savent le français comprennent. Kidormeur. Telle est la traduction paysanne. On est libre de choisir entre cette traduction Kidormeur et la traduction donnée en 1819, je crois, dans le Armoricain par M. Athénas. Selon cet honorable celtisan, Gild Holm Ur signifierait halte de troupes d'oiseaux. Il existe à Origny une autre chaise de ce genre, qu'on nomme la chaise aux moines, si bien confectionnée par le flot, et avec une saillie de roche ajustée, si à propos, qu'on pourrait dire que la mer a la complaisance de vous mettre un tabouret sous les pieds. Au plein de la mer, à la marée haute, on n'apercevait plus la chaise Gild Holm Ur. L'eau la couvrait entièrement. La chaise Gild Holm Ur était la voisine du but de la rue. Gilliatt la connaissait et s'y asseyait. Il venait souvent là. Méditait-il? Non, nous venons de le dire, il songeait. Il ne se laissait pas surprendre par la marée.